Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation va démarrer. Je suis Manuel Lutremet. Vous me connaissez tous pour la plupart. Consultant chez Extrémité depuis environ 10 ans. Je suis positionné essentiellement sur le secteur de la paye et je travaille sur Cegid, Silae et Sedge. Aujourd'hui, le but de ce petit webinaire, c'est de parler un peu des nouveautés DSN 2026, parce qu'il y a tout un tas de sujets qui bougent au 1er janvier, et donc ça me paraissait important d'échanger avec vous sur sur ces sujets-là, pardon. Ce webinaire va se présenter en trois parties. On verra d'abord les nouveautés de 2026 à proprement parler. On parlera un petit peu de la descente de substitution ensuite. Et enfin, si ça vous intéresse, je vous présenterai la solution de Cegid DSN Control. Hop. Voilà, j'éteins un petit peu ma caméra pour que vous ayez un peu plus de visibilité sur les différents slides. Donc on y va. Alors avant de démarrer, je vais juste faire un petit rappel d'extrémité, hein. On est une PME au service des PME. On est là depuis 25 ans maintenant. On a fêté notre 25e anniversaire cette année. On est une trentaine de collaborateurs au service d'environ 650 clients. Et donc, on travaille dans différents secteurs. On intervient dans les domaines de la cybersécurité. On vous accompagne également sur la partie réseau et télécom. On peut héberger vos données dans le cloud si vous le souhaitez. On a notre service gestion qui est là pour vous accompagner sur tous les logiciels paye, compta, gestion commerciale. On a également un pôle développement qui est capable de créer des applications pour répondre à certains de vos besoins spécifiques. On est aussi en capacité de vous créer vos sites Internet. On a un Extrémité Digital qui est un pôle dédié pour la création des sites Internet de nos clients. Et on est aussi, on peut faire votre paye à votre place et vous pouvez externaliser la paye chez nous. Voilà un petit peu tout ce qu'on vous propose chez Extrémité. On a tout 650 clients, mais je ne vais pas tous les faire, sinon on ne va pas tenir le délai d'une heure. On est censé être une heure ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va commencer par parler un petit peu des évolutions de la DSN 2026. Alors, pour ce sujet-là, j'ai un petit peu regardé le cahier technique 2026 qui est disponible sur DSN Info. Vous pouvez y accéder, je ne sais pas si vous l'avez déjà téléchargé. Et il y a tout un tas de sujets qui évoluent. Alors, premier sujet, normalement, il était prévu qu'on ait la possibilité de faire la DPAE. Attends, je vois un message. Une petite pause du coup. Ok, merci Samuel. Donc, je disais que normalement, sur 2026, il était prévu de pouvoir faire les DPAE via la DSN. Et en fait, cette évolution a été reportée sur l'exercice 2027. Néanmoins, dans la norme DSN 2026, un certain nombre de segments ont été prévus pour pouvoir gérer ça. Et notamment, on a le S21 G0030, 030, l'identifiant au service de santé-travail qui est apparu et qui sera donc obligatoire à partir de l'année prochaine pour les contrats de travail dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois. Donc, j'ai essayé de travailler par chapitre. Alors là, pour mémoire, on a également la caisse de la CAVEC qui est désormais gérée en DSN. Donc la CAVEC, en gros, c'est la caisse de retraite des experts comptables, hein. Donc à partir de 2026, les experts comptables auront leur cotisation retraite gérée en DSN. Alors je détaille pas trop dessus parce qu'a priori, il n'y a aucun parmi vous qui est concerné par ça.
Alors, ensuite, j'ai essayé de travailler par chapitre. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qui a lieu, qui a attrait à vos collaborateurs. Donc, qu'est-ce qui change sur les collaborateurs? Ensuite, on verra qu'est-ce qui change sur les contrats de travail des collaborateurs. Et après, on verra la partie rémunération, puis la partie cotisation. Donc là, par exemple, au niveau des collaborateurs, on a une évolution sur le champ date de naissance, parce que on pourra désormais renseigner les valeurs 00 sur le jour ou le mois de naissance si on ne connaît pas la date exacte de naissance des salariés. Donc ça, c'est une évolution qu'on n'avait pas dans la norme 2025. Je ne sais pas si ça vous arrive régulièrement d'avoir des gens dont vous n'ayez pas les dates de naissance, mais désormais, il sera possible de mettre des valeurs à zéro sur ces champs-là. Ensuite, on va avoir un certain nombre de champs qui vont être obligatoires à partir de 2026 sur le contrat de travail de vos salariés. Donc, le contrat de travail, je vous rappelle, c'est tout ce qui commence par S21 G0040. Donc, notamment le nombre de jours de période d'essai qui va devenir obligatoire pour tous les contrats de travail dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir correctement renseigner dans vos fiches de personnel désormais, parce que sinon, ça risque de coincer. De la même manière, on a les heures prévisibles d'embauche qui vont être obligatoires également pour les contrats de plus de 6 mois. Donc attention à bien renseigner vos fiches de personnel. Ces zones-là sont dans le champ, dans l'onglet contrat de travail de vos fiches de personnel. Ensuite, on avait un code régime base de vieillesse 999 qui existait dans la norme 2025. Afin de clarifier un petit peu les différents cas de figure, ils ont décidé de éclater ce code 999 en 5 nouveaux codes qui permettent d'identifier les différents cas d'exonération d'assurance vieillesse. Donc là, par exemple, on avait le code 994, absence d'affiliation pour le personnel médical et hospitalier, absence d'affiliation pour les fonctionnaires, pour les expatriés, pour les stagiaires hors formation professionnelle et pour les élus. Donc ça, c'est pour tous les gens qui ne sont pas affiliés à la retraite. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je m'arrêterai au fur et à mesure, au besoin. Ensuite, on a un nouveau type de contrat de travail qui apparaît en 2026, le contrat de valorisation de l'expérience, qui n'était pas disponible en norme 2025 et qui le sera désormais à partir de la norme 2026. Notez également qu'à chaque fois, alors le support de webinar, je vous le transférerai. Notez que quand j'ai mis la source de toutes les infos sur les slides, à chaque fois que j'ai chopé une info, je vous ai mis d'où je l'avais prise. On a également une évolution sur l'énuméré 90 sur le bloc 40007. Vous savez, c'était la nature des contrats de travail. Donc on avait l'énuméré 90 qui s'appelait autre nature de contrat. Et donc là, ils ont précisé, ils ont changé le libellé, ils ont dit c'est autre nature de contrat, convention et hors mandat social. C'est-à-dire que les mandats sociaux ne remontent pas ici. Donc ça, c'est simplement une clarification de libellé parce que il y avait des fois des libellés dans la norme 2025 qui n'étaient pas forcément toujours clairs. Donc là, ils ont revu un petit peu aussi les libellés. Vous verrez que on va en avoir quelques-uns qui changent de nom. Pour autant, le contenu ne change pas. Alors justement, dans les choses qui bougent un petit peu, on a le fameux bloc activité que je suis sûr que vous connaissez tous, dans lequel, vous savez, on a le nombre de jours de plafond de sécurité sociale qui est déclaré. On a le nombre le temps de travail rémunéré qui est déclaré, les absences non rémunérées qui sont également déclarées dans ce chapitre. Et en fait, ici, on a une modification sur le nombre de jours de plafond
qui auparavant était rattaché à la rémunération de l'assurance chômage, donc le salaire brut servant au calcul de droit d'assurance chômage. Et donc à partir en 2026, il va être rattaché aux rémunérations brutes. Donc en fait, c'est transparent. Enfin, je veux dire, ce changement n'a pas d'impact pour vous. Néanmoins, le fait que c'était rattaché auparavant à l'assurance chômage, ça pouvait créer des problématiques parfois, parce que l'URSSAF n'était pas toujours destinataire des jours de plafond, donc ça pouvait créer quelques problèmes. Donc là, ils ont changé ça. Donc normalement, à partir de 2026, on n'aura plus ce genre de soucis. Notez également que sur le bloc 53, on a également un petit changement du libellé sur les absences non rémunérées, parce qu'avant, dans la norme 2025, on appelait ça. Et maintenant, ils ont clarifié le libellé. Ils ont dit, on appelle l'énuméré 02 durée d'absence partiellement ou pas du tout rémunérée. Hein, parce que comme ça, il n'y a plus la question, est-ce que si mon absence elle est partiellement rémunérée, je dois la mettre dedans ou pas. Notez que tout ce que vous devez mettre dans vos DSN, vous avez quand même des infos sur le site dsninfo.fr. Donc là, effectivement, il n'y a rien qui change, mais c'est clarifié au niveau des libellés sur ce chapitre-là. Ensuite, on a des évolutions sur le bloc 81. Donc, certaines réductions vont désormais être déclarables dans la DSN. Alors, c'est des choses un peu spécifiques. On a des réductions pour les sapeurs-pompiers volontaires. Moi, je ne sais pas si vous en avez. La partie URSSAF et la partie retraite. Et vous avez également les exonérations de cotisations pour les zones France revitalisation, excusez-moi, qui vont également être déclarables ici sur les codes 914 à 916. Donc vous retrouvez ces informations-là dans le document différentiel qualité technique que je pense que je vous enverrai également à l'issue de ce webinaire. Vous avez également une évolution sur la DOETH, vous savez, la déclaration annuelle pour les travailleurs handicapés. Et donc jusqu'ici, l'écrêtement, quand vous calculez votre taxe annuelle, vous aviez un écrêtement à calculer qui vous permettait, si vous voulez, de limiter la hausse de la taxe chaque année. Donc, c'était un dispositif temporel, hein, qui était là pour accompagner, enfin, pour pas que le gap de taxes soit trop grand d'une année sur l'autre. Et donc, ce dispositif s'arrête en 2026. Et du coup, les énumérés afférents à cette taxe évoluent en termes de libellé, c'est-à-dire que l'énuméré 0,66 qui s'appelait contribution OETH net avant écrêtement devient simplement contribution OETH net. Et ensuite, on avait l'énuméré 0,67 qui s'appelait contribution OETH net après écrêtement devient net après écrêtement pour les millésimes strictement antérieurs à 2025. Voilà, donc en gros, vous n'utiliserez plus le 0,67 à partir de 2026, c'est ça que ça veut dire. Alors, on a toute une kyrielle de nouvelles informations qui arrivent sur la partie réduction générale des cotisations patronales, la fameuse RGCP, ou également appelée allègement Fillon pour ceux qui s'en souviennent. Donc, on va avoir un certain nombre de choses à déclarer ici en plus par rapport à avant. Sur le bloc 51, donc le bloc 51, c'est le bloc où vous déclarez vos rémunérations. Dans le bloc 51, il faudra désormais déclarer la rémunération perçue hors éléments et non affectée par l'absence, et sur le code 028. Et sur le code 029, on va devoir déclarer la rémunération habituelle du mois complet hors éléments non affectés par l'absence. Donc ça, normalement, ça va sortir dans les paramétrages CGID des prochains mois.
On a d'ailleurs un plan de paye Cégide qui sort demain. Euh, alors pour l'instant, je ne connais pas précisément son contenu, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de teasing là-dessus. Alors j'imagine qu'ils vont prélivrer du paramétrage de 2026 et vous allez avoir également un plan de paye qui va sortir en janvier 2026, vraisemblablement autour du 19 janvier. On n'a pas la date exacte pour l'instant. Donc, à suivre attentivement. Ils ont également prévu sur cette réduction générale de énumérer au cas où il y aurait des choses à déclarer en plus. Donc là, on a un code 034 et un code 035 qui sont spécifiquement prévus pour ça, au cas où il y aurait des informations à déclarer en cours d'année. C'est ce qui s'était passé quand il y avait eu les gilets jaunes. On avait dû déclarer des choses en plus, mais on était coincé parce qu'on n'avait pas les codes. Et là, donc là, cette fois-ci, ils anticipent maintenant, ils prévoient toujours quelques codes d'avance au cas où il se passerait quelque chose. Ça va, pas de questions sur ces sujets-là pour l'instant? C'est à peu près clair ce que je raconte? Ok, donc du coup, on continue notre périple décennien. Vous avez également, côté toujours RGCP, l'apparition dans le bloc 54 d'un nouvel énuméré, l'énuméré 35, dans lequel vous allez devoir déclarer la part des frais professionnels réintégrés dans l'assiette si vous êtes soumis au dispositif de la DFS. Je sais que certains parmi vous le sont. Donc, il faudra bien vérifier cette zone en 2026 et s'assurer qu'elle remonte correctement. Alors, normalement, je n'avais pas prévu au départ de parler de la RGCP parce qu'on est dans un webinar qui concerne euh, la DSN. Néanmoins, j'avais quand même envie de vous dire que le calcul de la réduction générale allait bouger à partir du 1er janvier. Donc là, ils ont décidé, alors vous le savez sans doute peut-être, ils ont décidé en fait, sur les cotisations allocations familiales et maladie, de regrouper en une seule réduction toutes les réductions applicables, hein, parce que vous savez que la maladie, vous ne payez pas plein pot tant que le salarié il n'a pas dépassé un certain seuil, et c'est pareil pour l'allocation familiale. Alors, de mémoire, je crois que les seuils, c'était 2,25 et 3,30, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je suis en train de dire, mais il me semble que c'était ça en 2025. Et à partir de l'année 2026, ils ont encore raboté un petit peu sur la partie allocation familiale, qui passera de 3,30 à 3 SMIC pour l'exonération. Donc, vous voyez, tous les ans, on nous grignote un petit peu d'allègement. Voilà un petit peu où on en est là-dessus. Donc, comme ça, donc ça veut dire que vos allègements euh, de l'allocation familiale et de maladie vont être regroupés désormais dans l'allocation familiale. Et donc, si c'est regroupé dans l'allocation familiale, ça veut dire, pardon, dans la RGCP, ça veut dire que la formule de la RGCP va évoluer. Donc, je vous ai mis le nouveau calcul de la RGCP à partir du 1er janvier 2026. Et donc, vous avez le lien vers le site du boss si jamais vous voulez aller voir ça plus dans le détail. Donc là, ils nous ont fait encore fort parce qu'on a même des puissances maintenant dans la formule de calcul. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit peu des éléments sur ce sujet-là, mais je passe rapidement parce que ce n'est pas normalement l'objet de ce webinaire. C'était simplement pour vous dire d'être vigilant et que l'allègement allait bouger à partir du 1er janvier. Alors, on va continuer un petit peu sur les évolutions DSN 2026, sauf si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir. Et oui, non. Euh, Donc, on avait un certain nombre de problèmes en norme 2025 avec le montant d'aide sociale. Je pense que tout le monde l'a rencontré.
des messages d'erreur qui disaient ouais, le montant net social qui a été recalculé ne correspond pas au montant net social que vous avez déclaré. Et donc, et donc on avait ce genre de message parce que simplement les organismes n'avaient pas tous les éléments pour pouvoir recalculer correctement le montant net social. Donc, ils ont mis en place à partir de la norme 2026 certains énumérés supplémentaires qui vont permettre de calculer cette fois-ci correctement ce montant net social et on aura a priori plus de messages de ce type à partir de 2026. Donc dans les choses qui bougent, on a effectivement la participation et l'intéressement versés immédiatement et indirectement par l'employeur qui va apparaître dans le bloc 54 sur l'énuméré 37. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avant. Quelque chose de nouveau également, ça va être la partie IJSS qui posait un problème en 2025 dans le recalcul du montant net social. Donc, on va pouvoir les déclarer désormais dans le bloc 58 S21G00 58003, donc les éléments de revenus calculés en net, sur l'énuméré 10, qui va donc être les IJ du projet pris en compte dans le calcul du MNS. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui était attendu, je pense, et c'est bien qu'on puisse l'avoir. Donc, il faudra bien vérifier si vous subrogez des IGSS, que ce segment-là est correctement alimenté, surtout si vous avez du paramétrage qui n'est pas du paramétrage CGIL. Donc, faites attention à ça. On a également, le code 146 qui va permettre de déclarer de la tranche 2 sur la partie retraite. Toujours dans ce chapitre fiabilisation du montant net social. Voilà. Est-ce que ça va? Pas de questions là-dessus? Très bien. Poursuivons. Alors, à partir du 1er janvier 2026, on a un certain nombre de contributions conventionnelles pour le dialogue social et la formation professionnelle qui peuvent être confiées à l'URSSAF ou à la MSA d'ailleurs, si vous êtes à la MSA. Et donc, à cet effet, il y a deux nouveaux énumérés qui ont été créés dans le bloc 81. Donc, le bloc 81 qui reprend vos cotisations sociales, hein. Donc, on retrouve l'énuméré 140 qui apparaît avec la contribution conventionnelle au financement du dialogue social. Et on a l'énuméré 141 qui apparaît avec la contribution conventionnelle à la formation professionnelle qui est désormais disponible. Donc, si vous êtes soumis à ce type de cotisation conventionnelle, il faudra bien faire attention à ce qu'elle remonte à l'URSSAF sur ces codes-là. On a également une évolution sur la retenue à la source, mais attention, uniquement pour les individus qui sont des individus non salariés. Alors, du coup, j'ai précisé ce que c'était les individus non salariés pour que ça soit clair, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, ce sont les enfin, ce sont les gens qui bénéficient d'une allocation de chômage pour les entreprises en auto-assurance chômage, donc c'est assez spécifique. Une allocation de cessation anticipée ou d'activité d'amiante, une allocation de pré-retraite suite à une rupture de contrat. Si vous versez des sommes à des tiers, versement d'une somme versée à un bénéficiaire ne relevant pas des règles de sécurité sociale en France, mais qui est imposable en France. Une allocation de pré-retraite sans rupture de contrat, un montant de retraite versé par l'employeur ou une pension d'invalidité. Donc, si jamais vous avez des choses dans ce goût-là, c'est ce qu'on appelle les individus non salariés en DSN. Alors, qu'est-ce qui change ici? Donc, on a désormais l'obligation de déclarer la retenue à la source pour ces populations-là. Et donc, il y a des nouveaux segments qui apparaissent pardon, dans le bloc 89. Donc, les travailleurs non salariés, ça va commencer par S89G00. Et donc, ici, on va devoir déclarer le montant net social sur S89 G00 92017 et
le montant de la retenue à la source, lui, va devoir remonter sur S89 G0092 018. Notez que si vous avez des travailleurs salariés, donc des travailleurs classiques, on va dire, il n'y a rien qui change. Le montant de la retenue à la source, lui, doit toujours être déclaré dans le bloc 81 avec le code 077. Donc ça ne change pas. D'accord. C'était déjà le cas en 2025 et ça sera toujours le cas en 2026. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Non, parfait. J'espère que je vous endors pas avec tous ces segments. Alors, on va faire. Donc là, on a fini de discuter des évolutions de 2026. On va parler maintenant un petit peu de la DSN de substitution. Donc, la DSN de substitution, qu'est-ce que c'est? La DSN de substitution permet à l'URSSAF d'intervenir sur les anomalies non régularisées par les entreprises après plusieurs relances. Donc, ce dispositif vise à sécuriser les droits des salariés et à réduire la charge administrative des entreprises. À partir de juin 2026, l'URSSAF pourra émettre une DSN de substitution si des anomalies persistent malgré les notifications envoyées aux entreprises. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous ne corrigez pas les erreurs DSN qu'on vous remonte, l'URSSAF, en gros, les corrigera à votre place. Donc, au premier abord, on peut se dire, bah, tiens, c'est cool, pour une fois, quelqu'un va me simplifier la vie. Sauf que, effectivement, si c'est l'URSSAF qui le fait à votre place, ça ne sera pas gratuit. Et donc, il y a un risque financier élevé pour les entreprises. Donc, on vous conseille vivement de corriger les anomalies au fur et à mesure qu'elles se présentent et même les corriger avant qu'elles se présentent. Le mieux, c'est quand même d'anticiper les anomalies à venir. Alors, pourquoi on met en place des scènes de substitution? Donc, c'est pour garantir les droits sociaux des individus, tels que les allocations et les indemnités journalières, les droits à la retraite, les droits à l'assurance chômage, enfin tout ce qui découle de la DSN. Euh, et donc, le principe de la DSN de substitution, c'est d'augmenter la fiabilité des données transmises aux différents organismes. Alors, comment ça va se passer? En fait, vous envoyez vos DSN. Suite aux DSN que vous envoyez, vous avez dû déjà avoir des comptes rendus métiers. Et dans les comptes rendus métiers que vous recevez, vous avez des erreurs à corriger. Donc, l'URSSAF vous remonte les anomalies et vous devez les corriger. Et si jamais vous ne les corrigez pas dans le délai imparti, eh ben, c'est eux qui corrigent à votre place. Mais là, attention, vous allez avoir des pénalités financières. Donc c'est pour cette raison que la DSN est de plus en plus un sujet sensible. Euh, et donc le mieux, c'est quand même de fiabiliser au maximum ces données. Donc j'ai essayé pour ceux parmi vous que j'ai eu en formation de vous sensibiliser un petit peu à tous les contrôles qu'on devait faire en DSN et de vous donner un maximum d'outils pour pouvoir le faire. Mais je sais que ce n'est pas un sujet qui est facile à maîtriser. Donc je vois que Samuel a lancé un petit sondage. Euh, donc je vous invite à y répondre. Ok. Donc la DSN de substitution, c'est important, hein. Donc il faut être informé et donc il faut anticiper pour ne pas subir de pénalités. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une attention, une vigilance particulière sur les erreurs que les organismes vont remonter, notamment l'URSSAF. Très bien. Pas de questions sur ce sujet-là? Non?
Ok. Très bien. Alors, ah, ok. Bon, bah, si tout est clair, c'est tant mieux. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on va parler maintenant un petit peu de la solution CJ de DSN Control. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé de cette solution. Euh, Qu'en est-il des bruts négatifs en DSN? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Il faut éviter effectivement de mettre des bruts négatifs en DSN. Alors, je n'ai pas eu d'informations particulières sur ce sujet-là dans les évolutions de 2026. Pour moi, il n'y a rien qui bouge là-dessus entre 2025 et 2026. Alors, est-ce que, il y a des choses qui sont prévues pour ça? Alors, à ma connaissance, j'ai pas d'évolution sur ce sujet-là, donc éventuellement, si vous voulez, je pourrais jeter un petit coup d'œil pour voir si je trouve quelque chose là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas d'évolution sur ce sujet-là. Ok, très bien, je regarderai. Alors, donc là, c'est la solution, c'est sauf s'il y a d'autres questions. Non? Ok. Donc, on va présenter rapidement CJ Descent Control. Donc, CJ Descent Control, c'est un nouvel outil que met à disposition l'éditeur, justement dans le but d'accompagner les clients dans la fiabilisation des données transmises via la DSN. Donc, en fait, vous le savez sans doute que quand vous faites vos DSN, vous pouvez aujourd'hui les télécharger en Excel, donc vous les envoyez avec Cegid. Vous avez ensuite la déclaration qui est disponible au format Excel. J'ai formé certains d'entre vous au contrôle de cette DSN avec Excel. Donc on peut faire tout un tas de choses avec les outils qu'on a déjà à disposition aujourd'hui, mais ça nécessite effectivement d'y passer du temps et ça nécessite de formaliser ces contrôles et ça nécessite aussi de mettre à jour ces contrôles. Donc c'est quand même pas quelque chose qui est facile à faire et qui est un peu chronophage, surtout quand on met en place les contrôles, parce qu'il faut tout formaliser et tout écrire et voir un petit peu les différents cas de figure que vous avez. Cette solution CJDSN Control, elle a un intérêt parce que c'est l'éditeur qui formalise les contrôles à votre place. C'est-à-dire que ils ont créé cet outil-là, ils ont mis tout un tas de contrôles qui ne sont pas les contrôles qui sont faits par vous savez, les contrôleurs d'erreurs là, qui vous permettent de savoir le nombre d'anomalies bloquantes, non bloquantes. Donc là, c'est vraiment des contrôles qui ont été pensés par Cegid pour accompagner les clients sur la fiabilisation des données. Donc là, c'est l'éditeur qui s'occupe de contrôler vos DSN. Et du coup, en fait, l'application vous note vos DSN en gros. Vous avez une note de A à F, A étant le top du top, tout est clean, il n'y a pas de problème de cohérence dans ce que vous déclarez. Et F, bah, on a observé certains salariés sur lesquels ça ne va pas. Et donc, dès que vous avez un contrôle de type F sur une fiche, votre déclaration, elle est considérée comme F. Donc voilà, vous avez ce système de notation qui vous permet de jauger un petit peu où vous êtes dans la qualité des données que vous transmettez. Euh, alors,
Donc en fait, cette application, elle est en ligne, c'est-à-dire que vous vous connectez à un espace web sécurisé où vous avez un accès qu'on vous crée, hein. Et ensuite, si vous voulez, vous devez importer vos fichiers DSN, vos fichiers texte DSN dedans. Et donc l'application, elle va vous faire des contrôles à cheval sur, enfin, d'abord les contrôles sur votre déclaration. Et après, ça va vous faire aussi des contrôles sur une succession de déclarations. Parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent se passer entre, par exemple, la déclaration de septembre et la déclaration d'octobre. Si par exemple, s'il y a des salariés qui ont disparu sans explication, ben, ça crée des anomalies. Ou s'il y a des choses qui évoluent d'un mois sur l'autre sans bloc de changement, ça crée aussi des anomalies. Donc, en fait, cette application-là, elle permet de checker un petit peu tout ça. Donc, moi, je voulais vous en parler de cette application parce que je trouvais qu'elle apportait quand même un contexte de sécurité pour les clients. Je pense que c'est un plus, surtout si au niveau des contrôles, vous n'êtes pas trop aguerri. Alors, je sais que certains d'entre vous le sont, donc pour les gens qui maîtrisent bien leurs contrôles et qui savent bien, qui ont déjà construit leur process et qu'ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils transmettent, donc sur cette catégorie d'utilisateurs-là, je suis pas sûr que l'application elle ait un intérêt. Par contre, pour les gens qui sont pas encore au top sur les contrôles ou qui n'ont pas forcément le temps de le faire, ça peut avoir un intérêt d'avoir un outil à côté qui va un petit peu vérifier la fiabilité de ce que vous transmettez et d'évaluer un petit peu où vous vous positionnez, hein. Toujours dans l'optique de, on a une DSN de substitution qui est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. Si on n'arrive pas à résoudre les erreurs, et à les corriger, on peut à un moment donné avoir des soucis avec l'URSSAF. Donc là, cet outil-là, il avait quand même un sens, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Alors, je vais essayer de vous présenter. Alors, attendez, je vais voir si je peux transférer. Alors, j'ai pris quelques captures d'écran déjà. Donc, peut-être regarder. Donc, en gros, ça se présente comme ça. Vous voyez, vous avez une page web sur laquelle vous allez retrouver les différentes déclarations que vous avez importées dans l'application et la note de chacune d'entre elles. Voilà. Voilà. Et du coup, l'objectif, c'est de réussir à avoir une note de A sur chacune des déclarations que vous avez envoyées. Donc, on peut importer le fichier DSN. Donc, moi, si j'étais gestionnaire de paye, comment je ferais? Ben, je le préparerais, donc je clôture mes bulletins, je génère ma DSN, je vérifie bien entendu, comme d'habitude, ben, que les cotisations sont bien présentes, que j'ai pas d'erreurs bloquantes. Si j'ai des erreurs non bloquantes, je regarde un petit peu de quoi il s'agit. Et après, j'importe dans mon outil CJDSN Control mes DSN pour regarder un petit peu la cohérence des données. Et là, je check ce que me propose l'application et éventuellement, j'adapte mes fiches de personnel ou mes bulletins si, il y a des anomalies, en fonction des anomalies rencontrées, si vous voulez. Bon, moi, c'est comme ça que je ferais si j'étais à votre place. Après, comme il s'agit de... Et donc après, une fois que j'ai fiabilisé mes données, ben, je transfère tout ça comme d'habitude avec le canal DSM-Link. Là, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, si vous êtes intéressé par cette application, alors je n'ai pas d'idée du coût que ça, enfin du coût de l'application. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial chez Extrémité qui vous aiguillera là-dessus. Parce que je ne connais pas le budget. Alors peut-être que Samuel a l'information, je ne sais pas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Non, on parle jamais de budget pendant les webinars, ce serait casser l'ambiance. On va reprendre contact avec vous pour les personnes qui sont intéressées afin d'émettre un devis personnalisé, bien entendu. Mais je note qu'il y a un devis à transmettre.
Manu, t'as dû laisser ton micro coupé, on t'entend plus. Oui, c'est parce que j'attendais que tu aies terminé ton intervention. Alors, en plus, moi, je trouve que cette application, elle est sympa parce que on peut, en fait, si vous voulez, comme je vous ai dit, on importe un fichier texte dedans pour faire les contrôles. Donc, en réalité, là, on est en train de, on pourrait très bien contrôler n'importe quel DSN, en vrai, indépendamment de l'application qui l'a généré, parce que comme le fichier DSN est normé, on pourrait là, on est effectivement, vous êtes des utilisateurs Cegid, mais on pourrait très bien imaginer importer des DSN de Silae dans Cegid DSN Control ou des DSN de Sedge dans Cegid DSN Control, hein. Comme le point de départ, c'est un fichier texte, on a la possibilité d'importer n'importe quel les fichiers de n'importe quelle solution en réalité. Voilà. Donc effectivement, si vous voulez un rendez-vous avec vos interlocuteurs commerciaux. Ils seront un plaisir de revenir vers vous, je n'en doute pas une seconde. Euh, voilà, donc là, je vous ai remis une deuxième petite capture d'écran. Donc là, quand vous cliquez sur une déclaration, vous avez sa note. Et vous avez une priorité des contrôles à droite qui remonte. Et vous avez donc du coup tous les individus concernés par cette erreur qui sont affichés. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça en live. Attendez. Est-ce que vous voyez l'écran CJ DSN Control? Parce que je suis pas très doué avec Teams. Je m'en excuse. OK pour l'écran. Merci Samuel. Donc ici, en fait, vous voyez, vous avez l'accueil. Euh, donc, vous pouvez naviguer d'une période sur l'autre. On a les déclarations de septembre. En année, on a les déclarations de août, comme ça. Voilà, donc là, vous avez donc la fameuse note qui est donnée par l'application sur votre déclaration. Vous avez une priorisation des contrôles qui apparaît. Vous pouvez afficher tous les contrôles ici. Et à chaque fois, vous avez un détail euh, sur chacun d'entre eux. Donc là, par exemple, si je clique sur celui-là, donc là, je vois que sur ce salarié-là, j'ai un problème. Donc sur Hélène, qui a un problème sur son salaire de base. Et à chaque fois que vous êtes sur un contrôle, ce qui est sympa, c'est que vous avez tout en haut à droite le texte de référence qui concerne le contrôle que vous êtes en train de visualiser. Donc là, par exemple, ici, euh, je peux aller visiter le DSN Info et donc vous avez le lien directement faire la fiche DSN Info qui correspond au contrôle que vous êtes en train de visualiser. Donc après, bien entendu, ça remplace pas, le fait que ben, la correction, c'est vous qui allez la faire au final. Néanmoins, ça vous remonte des erreurs que on ne voit pas forcément avec les anomalies bloquantes et non bloquantes, et qu'on peut voir que si vraiment on fait de l'analyse de fond dans les données DSM. Voilà. Donc vous avez ensuite donc les contrôles par type, et après vous avez les contrôles
par individu, les anomalies par individu. Vous avez aussi des anomalies par établissement et vous avez un récap, un peu, un petit récap des entrées-sorties sur la période en cours, le nombre d'arrêts, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de checker par type d'erreur. Donc là, par exemple, sur le temps de travail et activité, je vois que j'ai un certain nombre de sujets. Ici, j'ai 9 salariés euh, qui ont de l'absence non rémunérée, qui est déclarée et qui, a priori, a tort. Donc, après, il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se passe, hein. C'est toujours pareil. Donc, on peut modifier l'affichage. J'essaye de dézoomer. On peut dézoomer avec la souris et puis élargir un peu les colonnes pour voir ce qui se passe ici. Voilà. Euh, on nous dit que là, il y a une absence non rémunérée qui est déclarée, par exemple, et il n'y a pas d'absence d'arrêt de travail en face, par exemple. Donc ça, c'est un truc qui normalement ne doit pas arriver. Et donc, si vous voulez le texte de référence, pareil, vous cliquez là et vous avez accès aux absences, comment déclarer les absences, les suspensions, etc. Donc, on peut aller visiter directement le site de DSN Info. Voilà un petit peu comment ça se présente. Alors, c'est très, très intuitif comme environnement, donc voilà.